Et on accueille Paul-Simon Pugliesi qui va nous parler de l'Anthropocène. Merci Thomas pour le petit coup de pression. Rebonjour tout le monde. Alors, je vais prendre quelques minutes du coup pour vous parler, vous faire part d'une réflexion que nous avons eue des collègues, des amis, des chercheurs et moi-même sur les... Qu'est-ce que ça veut dire que réanimer en Anthropocène j'ai pas de conflit d'intérêt. Cette réflexion, elle a été publiée c'est l'éditorial de la revue Mire de ce trimestre-là. Donc vous avez tous les auteurs là sur la slide. Je vais essayer d'avoir une approche assez transdisciplinaire, donc un peu bien sûr médical, mais aussi historique et philosophique. Et cette réflexion, elle a bien sûr pas la prétention d'être ni aboutie, ni parfaitement juste. Et donc l'idée, c'est peut-être surtout de le poser là comme ça, comme un pavé dans la mare, et de lancer d'autres types de discussions ou de la faire évoluer. Alors peut-être quelques mots sur le terme anthropocène, qui est pas totalement encore démocratisé. Donc c'est un mot qui est de racine grecque. Donc anthropos, c'est l'être humain, ou l'homme avec un grand H, et cène, ça vient du suffixe grec kainos, qui veut dire nouveau. Et c'est comme ça que se nomment toutes les époques géologiques qui sont les plus récentes. Donc vous avez l'Holocène, le Pléistocène, et donc maintenant l'Anthropocène. Et donc l'Anthropocène, c'est l'époque géologique actuelle au cours de laquelle les humains, donc nous, sommes devenus la première force qui modifie les conditions naturelles, et qui les modifie dans le mauvais sens, avec une mise en péril de l'habitabilité de la planète. Ça, c'est en termes de définition. C'est quand même un concept qui fait débat, parce qu'on est en train de parler de géologie, et la géologie, c'est la science du passé, et là on est dans le présent, donc c'est un peu difficile les géologues ont quand même un petit peu de mal à ancrer ce mot de façon définitive. Il y a aussi un débat sur le mot en lui-même. Dire anthropocène et dire anthropos au sens large, ça dépolitise complètement la question, et donc ça veut dire que l'humanité au sens large est responsable de quelque chose, ce qui est peut-être discutable. Les sociétés humaines sont diverses, avec des niveaux de responsabilité dont on pourrait parler également. Il y a un débat sur la date de début de cette nouvelle ère. C'est un débat qui, je pense, n'a pas grand sens, puisque à l'échelle des temps géologiques, 10 000 ans, c'est rien. Donc je crois que c'est pas une vraie question. Donc j'aime bien la date symbolique qui a été proposée quand le concept a été inventé. Donc 1784, c'est la date de dépôt du brevet de la machine à vapeur par James Watt, et donc c'est un symbole que je trouve assez parlant, et donc je l'ai gardé. Et ce monde de l'Anthropocène, qui est le monde d'aujourd'hui, il est relié très fortement avec les évolutions de la santé humaine, de façon très caricaturale. Avant de rentrer par l'Anthropocène, et depuis toujours que Homo sapiens était là, c'était une espérance de vie à 25-30 ans, une mortalité infantile à 25-30%, et tout ça a changé dans l'entrée dans l'Anthropocène. Et donc il y a un lien direct, et donc c'est pour ça que j'utilise ce lien, et on va en parler pendant les minutes qui suivent. Je remonte un petit peu au XVIIe siècle avec une grande citation de Descartes dans le discours de la méthode, et où il parle de ça, il parle de la santé, il parle de la médecine, et il parle de l'exploitation de la nature. Donc vous connaissez le milieu de cette citation, nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est démocratisé. Et donc si vous lisez, je vais passer vite, mais en gros, ce qu'il y a dans ce passage, quand on le lit plus longuement, Descartes nous dit que grâce à l'alliance de la connaissance et de la puissance mécanique de l'homme, nous allons pouvoir exploiter la nature, et le but final de ça, c'est améliorer la santé. Et donc on voit qu'il nous propose une grande histoire dont le point de départ qui est nécessaire, c'est des gains de connaissance et des gains de puissance. Et je vais essayer de vous montrer que c'est exactement ce qui s'est passé, et que cette grande chaîne en avant là, elle s'est effectivement produite.
Donc d'abord les connaissances, et donc effectivement l'entrée dans l'Anthropocène, au moins en Occident, c'est une exploitation de la nature, des animaux, même des êtres humains décédés, pour essayer de comprendre le corps et de définir de faire progresser la science médicale. Et donc au XVIIIe, XIXe siècle, on a des gains de connaissances qui sont majeurs. Je vous ai mis des exemples qui sont cités à dessein parce que ce sont les grandes découvertes physiologiques qui sous-tendent la science des soins intensifs aujourd'hui. Donc vous avez dès Lavoisier au XVIIIe siècle, on a via l'expérimentation la mise en évidence du rôle des poumons dans l'oxygénation du sang, la découverte du phénomène d'osmose et des membranes semi-perméables. On a même la méthode médicale anatomoclinique qui est inventée au début du XIXe siècle avec l'exemple de René Laennec et de son stéthoscope, la microbiologie et sa rôle dans les pathologie à la fin du 19e, le concept de milieu intérieur, et je termine avec Starling et la loi de Starling qui a théorisé via des expérimentations sur les animaux les liens entre précharge et éjection systolique, et c'est pour ça qu'on fait des remplissages vasculaires aujourd'hui. Donc vous voyez, toute la base de notre science, de notre discipline, elle naît au carrefour du XVIIIe et du XIXe siècle, mais la réanimation, elle n'est pas à ce moment-là. Elle naît plus tard, elle naît après la Deuxième Guerre mondiale, et ça s'explique parce que là, on n'a que la connaissance. On manque la puissance mécanique pour déclencher cette progression théorisée par Descartes. Et cette puissance mécanique, elle arrive après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc je vous ai mis en 3 slides. Vous avez à gauche l'explosion de la disponibilité de l'énergie pour l'humanité, avec une courbe qui décroche vers le haut en 1950. Et donc toutes les couches, là, c'est les différents types d'énergie, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Au milieu, vous avez cette énergie qui permet l'extraction de ressources naturelles avec un triplement en 60 ans des extractions de ressources. Et tout à droite, une estimation très théorique du niveau de vie de l'humanité, exprimé en PIB par habitant, entre la naissance de Monsieur Jésus-Christ et aujourd'hui, et vous voyez un énorme décrochage qui se situe au XXe siècle. Et donc voilà, ça y est, on a les connaissances, on a la puissance mécanique, et c'est là que va pouvoir naître la médecine curative et encore plus notre discipline. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du diabète. Donc le diabète, il est connu depuis l'Antiquité. Je cite ici Galien. On a un traité de Galien où il y a un constat d'une pathologie où les reins et la vessie n'arrivent pas à contenir les urines, et il y a un syndrome polyurépolydixique, un coma et un décès, mais ça s'arrête au constat. Avec l'entrée dans l'Anthropocène, via les expérimentateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, on comprend l'homéostasie glycémique, on découvre les îlots de Langerhans, on fait le lien entre le pancréas et le diabète via des expériences de pancréatectomie sur des animaux qui déclenchent des diabètes. Et l'insuline est découverte quelques décennies plus tard. Les premiers patients sont soignés, mais il y a des énormes difficultés de production de l'insuline et elle est très peu disponible. Et il faut attendre la puissance mécanique qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale et même un peu plus tard avec la synthèse de l'insuline. Et aujourd'hui, on est capable de produire en ordre de grandeur 1 milliard d'unités d'insuline par jour. Voilà. Donc on est sur quelque chose, quand on soigne notre patient, on ne s'en rend pas compte. Et moi, soigner une acidocétose en soins intensifs, c'est ce que je préfère faire, parce qu'avant, des enfants mouraient, et aujourd'hui, quand l'insuline est disponible, ces adolescents, ils meurent pas, et et ça, je trouve ça très gratifiant, et plus que soigner un SDRA, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. L'Anthropocène, c'est une croissance exponentielle de plein d'indicateurs. Je vous en ai mis quelques-uns, mais vous avez ici la décroissance exponentielle du PIB, de la population urbaine, et plein de choses. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais en gros, c'est une liste de croissance exponentielle qui ont conduit à
une disponibilité de l'énergie, une disponibilité des ressources. Grâce à l'énergie, aux énergies fossiles, on a pu remplacer les humains par des machines dans beaucoup d'endroits, ce qui a libéré de la main-d'œuvre qui a pu se tertiariser et rentrer dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes en France qui travaillent dans le monde du soin. Enfin, au 19e siècle, c'était pas une option, ça, à cause de ces besoins de main-d'œuvre. Et ça a construit un monde où je mets, bien sûr, avec des gros guillemets, c'est fait exprès pour provoquer un petit peu, mais au moins dans les pays développés, on peut réanimer partout et tout le temps, avec une production de masse de machines biomédicales, de médicaments, de dispositifs médicaux, une mobilisation de dizaines de milliers de travailleurs rien qu'en France, et une production économique qui autorise un certain niveau de ponction pour financer tout cela. Et donc, avant le monde de l'abondance qui a été évoqué tout à l'heure, c'était des choses qui physiquement n'étaient pas envisageables. Et donc aujourd'hui, si on prend tous les soins critiques ensemble, on a de l'ordre du million de séjours en France. Si on prend la réanimation et les soins continus polyvalents, là, on est plutôt à 700 000 par an. C'est à peu près, un petit peu moins, hein, j'ai mis que les ordres de grandeur, 6 000 lits de réanimation dispatchés dans plus de 400 établissements de soins en France. 57 000 personnes qui travaillent dans tous les soins critiques en équivalent temps plein, et vous voyez chaque année un coût qui est de l'ordre de 8 milliards d'euros. Bien sûr, ça évolue dans le temps, mais c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Le problème, c'est que l'anthropocène, c'est un monde de l'abondance, mais c'est aussi un monde de croissance exponentielle, des impacts sur le système Terre. Et ces impacts, ils ont des conséquences sur la santé humaine. Ça a été dit tout à l'heure à travers le changement climatique, mais tous les impacts environnementaux ont des conséquences sur la santé. Donc je vous montre quelques exemples. Voilà, ça c'est la croissance exponentielle des maladies infectieuses émergentes, dont la dernière pandémie n'est qu'un exemple. Un travail récent sur l'impact des microplastiques sur la survenue d'événements cardiovasculaires, avec des belles images en microscopie électronique de microplastiques dans les plaques d'athérome des pièces d'endartérectomie carotidienne, ou encore ici une publication de 2023 qui montre une croissance, une incidence dans le monde qui a augmenté de 80% des cancers du sujet jeune dans le monde, et une mortalité qui augmente un peu moins, heureusement, parce que la médecine curative progresse, mais il y a une épidémie de cancer chez les sujets jeunes qui est en croissance. Et du coup, notre activité de soins curatifs qui participe à ces détériorations, elle a des conséquences sur la santé, et on peut questionner l'adage primum non nocere dans ce contexte-là. En premier, ne pas nuire. Il faut voir quand même, quoi. Voilà. En plus de ça, il y a un deuxième risque qui est carrément une question de menace existentielle sur notre activité de soins critiques telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut qu'on intègre. Donc je vous montre pareil 3 exemples. Donc à gauche, c'est un travail qui a été commandé par le ministère des Armées en France il y a quelques années sur la disponibilité du pétrole pour l'Union européenne dans les prochaines décennies. Et en gros, bon, c'est une projection qui est sérieuse, mais ça reste une projection, donc il faut prendre avec des pincettes, mais ce que dit cette projection, c'est qu'en 2050, tous les pays qui nous vendent du pétrole, parce que je vous rappelle qu'on n'en a pas sur notre sol, leur production sera divisée par 2 en 2050. Et donc à qui cette production restante va être vendue, je ne sais pas. Et donc il y a une question là-dessus. Les cartes au milieu, c'est quelque chose qui exprime le degré de dépendance des systèmes de santé sur certaines ressources naturelles. Plus c'est bleu foncé, plus le niveau de dépendance est important. Et quand c'est bleu très très foncé, c'est plus de 90% de dépendance. Et donc vous avez au-dessus les minéraux, au milieu les métaux, et en dessous les énergies fossiles. Et donc vous voyez que si vous regardez, vous mettez le projecteur sur l'Europe occidentale, pour au moins les métaux et les énergies fossiles, notre niveau de dépendance de pays étrangers est supérieur à 90% pour ces ressources-là. Et je ne détaille pas, mais vous aurez compris, la géopolitique actuelle est quand même inquiétante, et du coup on peut se demander si cette dépendance
dépendance est bien raisonnable pour les prochaines décennies, et donc peut-être que c'est une bonne idée d'apprendre à se passer un petit peu de ces produits que nous ne possédons pas. Et à droite, mais la slide a disparu, non, il y a un autre risque qui est le risque financier. Donc là je vous ai mis un exemple, c'est par année le déficit de la sécurité sociale en milliards d'euros, et ce qui est pour moi est plus important, c'est la petite phrase qui est en dessous, qui a été prononcée il y a quelques mois par le président de la mutualité, donc des mutuelles, qui précise quelque chose qui est bien sûr très connu, mais qui est toujours bon de rappeler. Les dépenses de santé, elles augmentent au moins 2 fois plus vite que le PIB en France, et ça pose une question de durabilité. Pendant combien de temps la part de la santé dans la production globale va-t-elle pouvoir augmenter sans que ça pose de gros problèmes? Et le président de la mutualité, il met en avant le risque de plus pouvoir faire face à cette augmentation. Donc on a ce monde de l'abondance de l'Anthropocène qui a autorisé et permis à la fois la création, mais surtout la diffusion des unités de soins critiques partout dans les pays développés au moins. Cette possibilité, elle est à confronter à 2 difficultés, qui est que on produit des problèmes de santé, et donc là primum non nocere, et puis en plus combien de temps ça va durer tout ça, quoi. Et donc on est, et là je vais basculer sur peut-être un peu un aspect philosophique, on est sur une réanimation qui combine aujourd'hui à la fois une très grande puissance d'agir, mais une impossibilité d'appréhender sérieusement les conséquences de ces actions. On ne peut pas, même si on essaye et qu'on calcule et qu'on mesure, ça a été dit tout à l'heure, il est impossible d'arriver, nous, sur le terrain, à quand on décide de faire telle ou telle action, quel va être l'impact plus tard ou ailleurs dans le monde de cette action, y compris sur la santé. Et quand on est dans cette situation de grande puissance d'agir et d'impossibilité de comprendre et de calculer les conséquences, il y a un principe éthique qui permet d'aider à la prise de décision dans ce contexte, et c'est ce qu'on appelle le principe responsabilité, qui a été théorisé par le philosophe allemand Hans Jonas à la fin des années 70. Et en résumé, ce principe, il dit: agis de façon à ce que tes actions ne soient pas destructrices des possibilités futures. Et c'est écrit comme étant un impératif catégorique, comme a pu en théoriser d'autres, Kant par exemple au XVIIIe siècle. Donc peut-être qu'il est temps de convoquer ce principe de responsabilité, puisque les conditions semblent réunies pour le faire, puisque ça a été théorisé comme étant un principe qui doit être convoqué dans cette situation qui combine la grande puissance d'agir et l'impossibilité d'appréhender les conséquences. Si on essaie de transposer ce principe dans l'éthique médicale, donc quand une décision médicale implique une dimension éthique, ce qui n'est pas obligatoire mais qui est de plus en plus le cas, on doit essayer de répondre à un impératif de justice. L'impératif de justice, il est surtout individuel, avec le concept en médecine qui est la maladie est une injustice, en gros, et il est éthiquement raisonnable d'essayer de la réparer. On est là pour ça. Hein. Et c'est là-dessus que sont basés les 3 grands principes éthiques qui ont été théorisés par Beauchamp et Childress, pareil, en 1979. Le respect du principe d'autonomie, de bienfaisance et de non-malfaisance, je pense que vous connaissez. À côté de ça, il y a un 4e principe éthique qui est l'impératif de justice collective, de juste allocation des ressources. Ça a été surtout utilisé à l'échelle intragénérationnelle. Par exemple, là, quand vous décidez d'admettre ou de ne pas admettre un patient parce qu'il ne vous reste qu'un lit de réanimation, vous faites appel à ce principe de justice collective, de justice distributive. Hein, c'est un terme qui date d'Aristote, ça. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans notre éthique médicale aussi. Par exemple, les règles d'allocution des organes, ça répond à cet impératif de justice collective. Et l'idée, ça serait de rajouter un principe de justice collective qui serait intergénérationnel, et ça serait le principe de responsabilité dont je vous ai parlé à la diapo précédente. Voilà, ça c'est la théorie de comment pourrait être intégré ce nouveau principe éthique dans tous les autres qui existent depuis qu'on fait de l'éthique médicale. Bon, tout ça c'est bien beau, mais moi je trouve que c'est dur.
le poids de notre activité quotidienne, on a vu le film hier par exemple, on a nos patients qui sont là devant nous, on a des familles, on a une institution, on a des collègues, on est pressé par le temps aussi, on a nos émotions aussi qui sont très impactées par ce qu'on vit là maintenant tout de suite, et à côté de ça, on est en train de parler d'un impératif de responsabilité dont on n'est pas capable d'appréhender en direct l'impact de notre propre responsabilité sur ce qu'on fait. Et moi, je trouve, et c'est en tout cas ce que j'aimerais vous dire, que cette éthique de responsabilité, elle est un peu tragique parce qu'elle est à la fois nécessaire et impossible. Il faut peut-être la dépasser. Je vais rendre un hommage appuyé à Jean Hamburger, qui est on va dire le concepteur, enfin le créateur du concept, pardon, oui c'est ça, un concepteur, de la réanimation médicale en France. Je ne l'ai pas mis dans l'édito parce que je n'avais pas vu passer ce livre avant, et donc je suis obligé d'admettre maintenant ma dette intellectuelle vis-à-vis de ce monsieur. Donc Jean Hamburger, il a écrit un essai en 1972, donc vous voyez c'était il y a très longtemps, qui s'appelle La puissance et la fragilité, et le thème de ce livre c'est les antagonismes entre la défense de l'individu et la défense de l'espèce. Et voilà, je vous ai mis la phrase qui m'a vraiment tapé dans l'œil, donc je vous la lis. Aux yeux du médecin, tout le problème est de savoir si un compromis peut être trouvé, d'où l'homme individu sorte intact, tout en laissant s'épanouir les impératifs sociaux et puis également la protection carrément de l'espèce. Et Jean Hamburger, il a compris et écrit cette difficulté que je viens d'évoquer il y a plus de 50 ans. Et je crois qu'il faut quand même noter l'avant-gardisme de cette phrase. Et peut-être qu'il y a des petites pistes dans cette citation qui peuvent nous aider à voir comment on pourrait se sortir de ce dilemme qui semble tragique. Il dit l'homme individu doit sortir intact. Donc ça donne quand même une idée de maintien de la priorité au présent et à nos malades. Ce qui, je crois, effectivement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on garde cette priorité. Et la question du compromis. Et je pense que, et c'est l'hypothèse que je formule dans cette réflexion, que si on prend vraiment au sérieux les impératifs de justice individuelle et qu'on réalise des soins qui ont pour but et unique but d'améliorer la santé au sens défini par la Charte d'Ottawa, la santé n'étant vue comme un moyen, une ressource pour que les gens puissent se réaliser ou qu'ils puissent vivre heureux, ce que vous voulez. Et de ne pas réaliser les soins qui ne produisent pas cela. Et l'hypothèse que je formule, c'est que en soignant dans la vérification rigoureuse et constante, donc ça demande du travail, que les actes que nous prodiguons répondent à cette définition et à cet objectif et pas à autre chose, notamment pas à permettre une prolongation infinie de la durée de vie, ce qui revient à mettre de la juste mesure, de la tempérance, de la prudence et du coup une bonne dose de courage dans les décisions que nous prenons pour nos patients maintenant, aujourd'hui, en lien avec des principes qui existent déjà et sur lesquels tout le monde est d'accord, mais en étant beaucoup plus rigoureux et appuyé sur ces questions-là, le principe de responsabilité, il va émerger de lui-même sans même qu'on le recherche, parce qu'on va se limiter à ces seuls actes. Et donc, il y aura une réduction de la consommation qui a été évoquée tout à l'heure, qui se produira d'elle-même. Ce qui n'est pas du tout incompatible avec
la décarbonation plus technique, qui a été longuement précisée par ma collègue tout à l'heure. Mais en tout cas, pour éviter les effets rebonds qui ont été évoqués tout à l'heure également au cours des questions, cette approche du soin, elle permettrait, je crois, de peut-être de passer au-delà de ce dilemme impossible que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça tombe bien, en réanimation, en fait, on s'est construit, en tout cas c'est également l'hypothèse que je fais, on s'est construit dans cette tension entre mesure et démesure. Déjà, le mot réanimer, il a un côté démesuré. Remettre l'âme dans le corps de quelqu'un, normalement c'est les dieux qui font ça, c'est pas les êtres humains. Et donc rien que le mot, il pose une question de démesure, d'hubris. On supplée les organes qui sont défaillants, on fait des soins très techniques, et on a été capable dans les décennies précédentes de franchir des limites. Donc ça, c'est notre côté un peu démesure, à l'image du dieu Asclépios qui a été foudroyé parce qu'il essayait de rendre les humains immortels. Mais à côté de ça, très rapidement, et même dès les fondateurs de la discipline, on note une compréhension que nos soins sont invasifs, il y a beaucoup d'échecs, et aussi, malgré tout, malgré le monde de l'abondance, les places sont limitées aussi. Et donc, à côté de cette démesure, il y a un esprit de mesure, et une des hypothèses aussi de cette réflexion, c'est que les réanimateurs, peut-être un peu plus que d'autres spécialistes ou d'autres médecins, ont l'habitude de vivre dans cette tension entre mesure et démesure, et que du coup on a peut-être un message à apporter et à diffuser, parce que, de par notre activité, nous avons peut-être un peu plus l'habitude que d'autres de naviguer dans les méandres de cette tension. Dernière diapositive, puisque je ne voulais pas vous laisser sur juste une réflexion purement théorique. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire réanimer en anthropocène ? Là, je mets des choses comme ça à la volée, qui sont juste des propositions pour lancer les débats. Peut-être que cet impératif de responsabilité devrait être inscrit dans les finalités de la discipline. Puisqu'effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je serais quand même plutôt content que dans plusieurs décennies, on puisse continuer à faire de la réanimation. Peut-être que les soins critiques pourraient être moteurs dans une bascule vers plutôt un soin robuste qu'efficient, puisque le monde de l'anthropocène, c'est un monde fluctuant avec des agressions. On a vu une pandémie, on a vu des canicules, plein d'exemples ont été donnés tout à l'heure. Et donc notre activité, si on veut répondre à la demande, elle doit être faite de marge de manœuvre, et pas peut-être pas d'un fonctionnement à flux tendu où on met un nombre de lits minimal pour gérer le quotidien et après on peut pas gérer la crise. Peut-être que, je pense qu'il est indispensable de continuer à promouvoir l'esprit créatif, la recherche, les innovations, et que l'enjeu n'est pas dans une espèce de techno-négationnisme, mais plutôt dans faire preuve de mesure et de tempérance dans l'usage que nous avons de ces progrès techniques qui, encore une fois, il faut continuer à stimuler. Je crois que c'est là peut-être la meilleure manière d'aborder les confrontations qu'il peut y avoir entre technique et éthique. Et du coup, être exigeant avec nous-mêmes, d'abord, et envers les autres, ce qui peut-être nécessiter une bonne dose de courage et de temps aussi, sur cette réalisation des soins qui ont pour potentiel du coup d'améliorer la santé au sens de la charte d'Ottawa et accepter de renoncer aux autres. Voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Merci Paul-Henri. Moi j'apprécie beaucoup. Paul Simon, excuse-moi. J'apprécie beaucoup cette présentation puisqu'elle me parle, en tout cas, et courageuse pour la prise de position. Effectivement, tu parles du concept du juste soin, du soin équitable, pas égalitaire, c'est-à-dire un soin proportionné à la situation du patient. Et probablement qu'un des axes dont il faut qu'on s'en parle, les réanimateurs, c'est l'anticipation des situations de réanimation, des potentielles admissions en réanimation. Alors, on parle beaucoup de la réanimation au tenté, de la post-réanimation. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, mais peut-être un peu plus de réanimateurs avant les situations potentielles de réanimation, c'est-à-dire
peu plus de réanimateurs hors les murs, peut-être un peu plus de sortir de nos réanimations pour aller aider nos collègues à prendre les décisions d'admission, peut-être, ou de non-admission en réanimation, qui permettrait de distribuer un petit peu mieux ces soins. Tu parlais de Hans Jonas, mais il y a Emmanuel Levinas qui ont beaucoup échangé tous les deux, et le concept de l'autre qui n'existe pas encore. Il faut que je prenne soin de celui qui n'existe pas encore. J'ai ma responsabilité, j'ai une responsabilité envers celui dont je ne connais pas encore le visage et que je ne verrai peut-être jamais. En tout cas, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a... Valentin. Merci beaucoup pour cette présentation qui est en effet passionnante et qui remet un peu la question technique et éthique où il y a des oppositions, parfois il faut les reconnaître, et il y a des tensions entre les deux. Mais il y a aussi des moments où le fameux less is more en technique a été prouvé. Je prends l'épreuve du tube en T où on débranche le patient pour le brancher avec un raccord en oxygène. Aujourd'hui, la ZPEP qui permet de faire aucun débranchement, elle est équivalente dans les situations pour évaluer l'extubation. Donc, est-ce que tu as des idées de recherche qui seraient vraiment de la technique pour rentrer dans cette question? Il y a des recherches en éthique, mais je pense aussi des recherches très cliniques dans ce concept que tu développes. Peut-être une réponse plus large que des exemples. Les innovations techniques dans notre discipline et dans toutes les disciplines, je pense qu'on a un problème dans la manière dont on les évalue et dont on les diffuse. Donc il faut essayer de ne pas les freiner, mais tu vois, par exemple, on n'a pas les mêmes règles éthiques de diffusion d'une innovation technique qu'on a avec un médicament. D'une façon très grossière, une innovation technique, on la diffuse et puis après on voit quoi. Peut-être que là il faut accepter de ralentir un petit peu. En plus en réanimation, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas une transformation radicale qui, sur le plan technique ou médicamenteuse, qui transforme radicalement le pronostic de nos malades. On est comme la plupart des études, on est sur des critères secondaires, voilà. Et peut-être que inclure dans l'évaluation des dispositifs techniques, essayer d'inclure une évaluation du rapport bénéfice-conséquence dont les conséquences seraient un peu plus larges que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est tu vois, un médicament, on fait un rapport bénéfice-tolérance, mais tolérance pour qui? Pour le patient. Ça va pas au-delà dans l'évaluation. Et je pense qu'on peut progresser là-dessus. Alors il est vrai que ça pourrait avoir tendance à ralentir la diffusion, mais je pense que ça fait partie d'un concept de techno-rationalisme quand même qu'il faudrait qu'on intègre. Après, te donner des exemples précis, après, si je peux provoquer un petit peu, je crois que dans la session d'à côté, il y a un sujet sur le curamètre, là, ou la pupillométrie. Alors, quel est c'est un dispositif technologique qu'on rajoute dans le soin de réanimation et qui sert à mesurer précisément le diamètre d'une pupille, alors que d'habitude on le fait à l'œil avec une lampe. Tu vois. Donc du coup, on est sur un truc qui se rajoute. Le bénéfice de ces choses-là, il existe peut-être, mais on peut quand même acter qu'il est modeste. À minima, quelle est la conséquence cachée derrière la production de ces dispositifs? Et peut-être que si on commence à avoir ce genre de démarche, ça nous aiderait à mieux choisir les actes techniques ou les technologies qu'on décide de diffuser ou pas. Voilà, peut-être une réponse un peu vague, mais au moins on a quelque chose à... Moi j'avais une remarque. Je sais pas si... Ouais. Je trouve que c'est très difficile de faire la distinction entre ce qu'on peut mettre en place dans notre pratique routinière de la réanimation et puis ce qui doit être surtout mis en place à l'échelle d'une société. Parce que finalement, il y a des tas de choix, pas mal de choses que tu as présentées qui sont des choix qu'on a à faire de façon commune dans nos sociétés et qu'on n'est pas encore prêt à faire. En tout cas, j'ai l'impression. Ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé dans la consommation pendant le Covid, qui a baissé. C'est le seul moment où il a été efficace sur notre production. Enfin, le véritable rebond, en tout cas l'absence de croissance
Et la baisse de consommation a été notée, c'est pendant le Covid. Donc une bonne crise, ça nous a fait beaucoup de bien de ce point de vue-là. Et après, on est reparti de plus belle. Alors que les propositions avaient déjà été faites par le Shift, qu'il y avait déjà eu des documents qui étaient sortis, etc. Donc on sait où on va et on ne peut pas s'empêcher d'y aller. Donc ça, c'était une première remarque, et ça, c'est des choix qu'on doit faire en commun. Et puis pour rejoindre la remarque de Jean-Philippe, est-ce qu'on pourrait pas, c'est peut-être bête mais je le dis quand même, est-ce qu'on ne peut pas juste mettre dans les observations médicales qu'on a l'habitude de faire, vous savez, on a tous motifs, antécédents, etc., rajouter sur le plan éthique de façon systématique. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de nous rappeler que nous sommes des êtres finis et de nous rappeler de cette notion peut-être un peu plus tôt dans le parcours de soins et avant évidemment l'arrivée en réanimation, et peut-être juste dès qu'on arrive à l'hôpital, ou peut-être même quand on va chez le médecin, se voir poser la question si elle n'est pas évoquée, si ce concept-là n'est pas évoqué dans nos familles, etc., et bien juste se rappeler qu'il y a un moment ça va s'arrêter, et à ce moment-là, comment est-ce qu'on a envie que se fasse la prise en charge, quelle est notre attitude vis-à-vis à ces soins qu'on pourrait nous proposer. Et je me disais, mais encore une fois c'est peut-être bête, mais que ce serait intéressant justement pour ces raisons-là, parce que ça nous forcerait à nous poser la question, et que ça apparaisse très tôt, notamment dans le parcours, dans le parcours du patient, oui, à l'hôpital ou pas, sur le plan éthique, qu'est-ce que vous voulez ? Je crois que ce que tu as dit, c'est le concept de parcours à la fin, et ça rejoint ce que disait Jean-Philippe Rigaud à côté de toi. Bon, je sais pas vous, mais nous, dans la réanimation où on travaille, le raisonnement éthique, de façon pas systématique, mais quand la question se pose, il est systématiquement fait dès l'admission, mais ça peut, c'est souvent potentiellement trop tard. Comme là ça a été dit, et peut-être qu'effectivement être un peu plus proactif, mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il y avait une dose de courage à avoir, c'est parce que du coup nous ça a été dit aussi tout à l'heure, on est le dernier maillon de la chaîne, et du coup peut-être que nous on pourrait, comme a dit Jean-Philippe, quand on en a les moyens, sortir de nos services et aller discuter en amont avec les gens qui pourraient nous solliciter. Et peut-être que ça nous appartient d'avoir cette démarche proactive, peut-être même à l'échelle d'une société savante, avec des recommandations, avec des propositions, mais aussi localement. Et ce qui dépend de nous dans cette histoire, parce que au début c'était le début de ton propos où tu t'as fait l'opposition entre la société, la société au sens large et nous dans notre activité de terrain, je te rejoins également, et c'était aussi le sens de la fin de ma proposition, c'est que en fait pour nos malades maintenant tout de suite au lit du malade, on a déjà à la fois des textes et des grands principes éthiques qui autorisent ça, en fait. Donc et la question, c'est d'être plus rigoureux dans la manière de les appliquer et de le faire de façon plus proactive. Mais il n'y a pas besoin d'une transformation dans la manière de soigner. Elle est déjà là, elle est déjà écrite, et elle est déjà pensée. Et je pense que c'est plus facile et probablement plus vertueux, parce que ça permettrait d'obtenir ce compromis dont parlait Hamburger entre l'individu de maintenant et l'avenir de l'espèce, si on veut être vraiment large, parce que en étant dans le respect des règles existantes, à la fois des règles éthiques, morales, légales, tout ce que tu veux, en étant plus rigoureux là-dedans, on produit, sans même s'en rendre compte, l'effet, on obtient le compromis sans même trop à réfléchir à l'avenir, et ça c'est entre nos mains dès maintenant, on peut le faire, ça nécessite pas une transformation sociétale majeure, puisque tout existe déjà en termes de texte ou de concepts philosophiques pour le sous-tendre. En tout cas, c'est l'hypothèse que je formule à la fin de cette réflexion. Mais je pense qu'au contraire, ça demande un travail énorme, parce que les courbes remontent. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de le faire. Donc, les concepts sont peut-être là, mais on n'est pas capable de les voir, de se les appliquer. Il y a un vrai problème de cohérence qu'il faut qu'on s'applique, de responsabilité, mais... on ne sait pas faire. Enfin, j'ai pas l'impression que à l'échelle globale, je te rejoins, et c'est pour ça qu'aussi
c'est encore une fois une hypothèse, elle est peut-être optimiste, mais peut-être les réanimateurs, on a plus l'habitude de naviguer là-dedans, et dans cette tension entre un peu la pulsion de démesure que tu dis, on n'arrive pas à s'en empêcher, quoi. Et au contraire, parfois des actes plus mesurés, on navigue là-dedans depuis qu'on existe, et peut-être qu'on a vocation à sortir de nos services pour aller porter ces questions-là de façon plus globale, comme tu sembles le suggérer. Ouais. Pour la dernière je veux juste témoigner, nous, à l'hôpital de Mâcon, ça fait au moins 10 ans, je dirais 15, qu'on a travaillé sur l'hôpital à des recommandations sur les objectifs de soins, qui sont des objectifs qui sont mis dans tous les services. Et effectivement, il n'y a pas de raison que ça se limite à la réanimation. Donc il y a déjà ces réflexions qui sont faites. Alors je ne dis pas que c'est toujours fait, malheureusement, on a toujours des fois où... Mais ça a quand même énormément progressé, c'est-à-dire que très souvent c'est fait en amont. Et ce qui fait qu'on est appelé régulièrement pour discuter d'objectifs de soins en amont chez des gens qui ne sont pas encore réanimatoires mais qui risquent de le devenir, et où nos collègues se posent des questions, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je pense que c'est tout à fait, je témoigne que c'est possible et qu'on doit le faire en avant. Moi, je suis persuadée, et ça marche assez bien. Alors bien sûr qu'il y a des fois on dit ça nous gonfle parce que ça aurait dû être réfléchi, ça n'a pas été fait, mais on a énormément avancé depuis, mais avec un groupe de travail qui était sur tout l'hôpital en fait. Il ne faut pas que ce soit que l'AREA, il faut que ce soit tout le monde, quoi. C'est possible, voilà ce que je voulais dire.